Chapitre 20. Jaampe. Et qu'il vienne donc, ce peuple auquel j'appartiens, et quand il arrivera dans la cité, que tous puissent toujours dire, « Ceci est notre cité et notre foyer pour tout le temps que nous voudrons rester. » Qu'il y ait toujours de l'espace que, mot illisible, des troupeaux. Alors, il n'y aura pas d'étrangers à Jaampe, mais seulement des voisins et des amis qui iront et viendront à leur gré. Et, en cela comme en toute chose, la volonté de l'Oblat fut respectée. Ce texte, je le lus des années plus tard sur le fragment d'une tablette sacrée des Kiurda, et je compris enfin Jaampe. Mais lors de ce premier contact, alors que nous montions vers la ville, j'eus un sentiment à la fois de déception et de stupéfaction devant ce que je vis. Les temples, les palais et les édifices publics m'évoquèrent d'immenses tulipes fermées, tant par leur forme que par leur couleur. Ils doivent leur conformation particulière aux abris de peau traditionnels des nomades qui fondèrent la cité, et leur couleur au seul goût des montagnards qui aiment les teintes vives. Tous les bâtiments avaient été repeints de frais pour notre venue et les épousailles de la princesse, ce qui leur donnait un aspect presque criard. Les dégradés de violet semblaient dominer, rehaussés de diverses teintes de jaune, mais toutes les couleurs étaient représentées. Un carré de crocus qui pousserait dans une terre noire parsemée de neige, voilà quelle serait peut-être la meilleure évocation de ce spectacle, car par contraste, les rochers et les conifères sombres des montagnes avivaient encore les teintes éclatantes des maisons. En outre, la ville se dresse sur un terrain au moins aussi escarpé que celui de Bourg-de-Castelserre, si bien que lorsqu'on la contemple d'en bas, ses couleurs et ses lignes apparaissent étagées, comme des fleurs artistement disposées dans un panier. Mais de plus près, nous vîmes, entre les grands édifices des tentes, des huttes temporaires et toutes sortes de petits abris, car à Jaampe, seuls les bâtiments publics et les demeures royales sont permanents. Tout le reste varie au gré des marées de pèlerins venus visiter leur capitale, requérir un jugement de la part de l'Oblat, comme ils appellent le roi ou la reine, admirer les édifices où sont conservés leurs trésors et leurs ouvrages savants, ou plus simplement commercer et renouer avec d'autres nomades. Les tribus vont et viennent, on monte des tentes, on y habite un mois ou deux, et puis, un beau matin, il n'y a plus que la terre nue là où elle se dressait, jusqu'à ce qu'un autre groupe s'approprie provisoirement l'endroit. Pourtant, on n'a nul sentiment de confusion, car les rues sont bien définies et pourvues de marches en pierre dans les pentes les plus raides. Il y a des puits, des établissements de bains et de sudation répartis régulièrement dans toute la ville, et les lois les plus strictes sont observées concernant les ordures et les déchets. C'est également une cité verdoyante, car entourée de pâtures pour ceux qui voyagent avec leurs troupeaux et leurs chevaux, pâtures pourvues de puits et d'arbres aux ramures ombreuses pour délimiter les zones où planter les tentes. Et dans la cité elle-même se trouvent des étendues de jardins mieux soignés que tous ceux de Castelserre et décorés de fleurs et d'arbres sculptés. Les visiteurs de passage laissent là leur création, sculptures sur pierre, bois gravé ou chimères en terre cuite peintes de couleurs vives. D'un certain point de vue, cela me rappelait la chambre du fou, car dans les deux cas, couleur et forme n'avaient d'autre but que le plaisir des yeux. Nos guides nous menèrent à une pâture à l'extérieur de la cité, en nous faisant comprendre qu'elle nous était réservée. Au bout d'un moment, il devint évident qu'ils pensaient nous voir laisser chevaux et mules sur place et poursuivre notre route à pied. À cette occasion, Auguste, chef nominal de notre caravane, ne fit guère preuve de diplomatie, et je fis la grimace en l'entendant expliquer d'un ton irrité que nous avions apporté beaucoup trop d'affaires pour les transporter à pied dans la ville, et qu'après notre voyage beaucoup d'entre nous étaient trop fatigués pour envisager de gaieté de cœur une ascension jusqu'au sommet de la cité. Je me mordis la lèvre et observai sans rien dire la confusion respectueuse de nos hôtes. Royal devait être au courant de ces coutumes. Pourquoi ne nous en avait-il pas avertis, afin de nous éviter de passer, dès notre arrivée, pour des rustres et des faiseurs d'embarras? Mais le comité d'accueil s'adapta rapidement à nos étranges manières et nous pria de nous reposer et de faire montre de patience. Nous demeurâmes quelques minutes à tourner en rond, en essayant vainement de paraître à l'aise.
Chahut et Sévrens vinrent nous rejoindre, Pogne et moi, et nous partageâmes un fond d'outre de vin qui restait à mon camarade, tandis que Chahut nous rendait l'appareil, un peu à contre-cœur, avec quelques lanières de viande fumée. Nous bavardâmes, mais je dois avouer que j'étais un peu distrait. J'aurais voulu avoir le courage d'aller trouver Auguste, pour lui conseiller de se montrer plus souple avec ses gens et leurs coutumes. Nous étions leurs hôtes, et il était déjà bien assez ennuyeux que le marié ne soit pas présent en personne pour emmener son épouse. De loin, je l'aperçus en train de consulter plusieurs doyens de la noblesse qui nous accompagnaient, mais d'après leurs gestes et leurs hochements de tête, ils approuvaient sa conduite. Quelques instants plus tard, une colonne de jeunes Kurdas robustes, garçons et filles, apparut sur la route au-dessus de nous. On avait fait venir des porteurs pour nous aider à convoyer nos affaires dans la cité, et surgit je ne sais d'où, des tentes furent dressées pour les serviteurs qui resteraient sur place afin de s'occuper des chevaux et des mules. À mon grand regret, Pogne devait être de cela, et je lui confiai Suis, après quoi je hissai le coffre de cèdre sur une épaule et suspendis à l'autre mon sac avec mes objets personnels. En rejoignant la procession, je sentis des odeurs de viande grillée et de tubercules cuits à l'eau, et je vis nos hôtes en train de dresser un pavillon à flanc ouvert sous lequel ils assemblèrent des tables. Je songeais que Pogne ne ferait pas mauvaise chère, et je regrettais presque de ne pouvoir rester simplement à soigner les animaux et à explorer la cité aux 1000 couleurs. Nous étions à peine engagés dans la rue sinueuse qui montait à travers la ville qu'une troupe de grandes Kurdas vint à notre rencontre avec des litières. On nous pressa d'accepter d'y prendre place, avec maintes excuses sur le fait que notre voyage nous était épuisé. Auguste, Sévrens, les nobles âgés et la plupart des dames ne furent que trop heureux de profiter de l'offre, mais pour moi, c'était une humiliation d'être ainsi trimballé à travers la cité. Cependant, il eût été encore plus grossier de dédaigner leurs insistances polies. Je remis donc mon coffre à un garçon visiblement plus jeune que moi, et m'installai dans une litière portée par des femmes assez vieilles pour être mes grands-mères. Je rougis en voyant les regards curieux des gens dans les rues, et en remarquant qu'ils cessaient soudain de bavarder sur notre passage. Nous ne croisâmes que peu d'autres litières, et toutes étaient occupées par des vieillards infirmes. Je serrai les dents, en m'efforçant de ne pas songer à la réaction qu'aurait eue Vérité devant un tel étalage d'ignorance. Au contraire, j'essayais de présenter un visage avenant aux gens qui nous regardaient, et de refléter sur mes traits le ravissement où me plongeaient leurs jardins et leurs gracieux édifices. Je dus y parvenir, car bientôt ma litière se mit à se déplacer plus lentement, afin de me laisser le temps d'admirer le décor, et les femmes à me désigner tout ce que je risquais de manquer. Elles s'adressèrent à moi en Kurda, et parurent enchantées de découvrir que je comprenais grossièrement leur langue. Imbre m'en avait enseigné les rudiments qu'ils connaissaient, mais il ne m'avait pas préparé à la musicalité de leur accent, et il m'a paru vite évident que la hauteur du ton était aussi importante que la prononciation. Heureusement, j'avais un don pour les langues, et je me lançai vaillamment dans une conversation avec mes porteuses, résolu, lorsque je parlerais avec les nobles du palais, à ne point trop passer pour un lourdeau d'étranger. Une des femmes entreprit de commenter ma visite de la ville. Elle s'appelait Jonqui, et quand je lui dis que mon nom était Fitzchevalerie, elle le répéta plusieurs fois à mi-voix, comme pour le fixer dans sa mémoire. Non sans de grandes difficultés, je persuadai mes porteuses de s'arrêter une fois au moins, et de me laisser descendre pour examiner certains jardins. Ce n'étaient pas les fleurs aux vives couleurs qui m'attiraient, mais une espèce de saule qui poussait en spirale et en boucle à la différence des saules droits auxquels j'étais accoutumé. Je passai le doigt sur l'écorce souple d'une branche avec la certitude de pouvoir en faire une bouture réussie, mais je n'osais pas en couper le moindre morceau, de peur qu'on y voie une inélégance de ma part. Une vieille femme s'accroupit près de moi avec un grand sourire, puis fit courir sa main dans le minuscule feuillage d'une plante basse, dont un parterre s'étendait à mes pieds. Le parfum qui s'éleva des feuilles ainsi agitées était extraordinaire, et elle éclata de rire en voyant ma mine extatique. J'aurais aimé m'attarder, mais mes porteuses insistèrent avec force geste pour que nous nous hâtions de rattraper les autres avant qu'ils n'arrivent au palais. J'en conclus qu'il devait y avoir une cérémonie d'accueil que je ne devais pas manquer.
Notre procession gravit les tours et les détours d'une rue en terrasse, et nos litières furent enfin déposées devant un palais, véritable conglomérat d'édifices en forme de boutons de fleurs. Les principaux bâtiments étaient violets avec la pointe blanche, ce qui m'évoqua les lupins du bord des routes et les fleurs de pois de plage qui poussaient à Castelserre. Debout près de ma litière, je contemplais le palais. Mais quand je me retournai vers mes porteuses pour leur faire part de mon admiration, elles avaient disparu. Elles revinrent quelques instants plus tard, en robe safran, azur, pêche et rose comme leurs consoeurs servantes, et circulèrent parmi nous en nous présentant des bols d'eau parfumée et des tissus doux pour effacer de notre visage et de notre cou toute trace de poussière et de fatigue. Puis des adolescents et de jeunes hommes en tunique bleue à ceinture nous apportèrent du vin de baie et de petits gâteaux au miel. Lorsque le dernier invité se fut lavé et eut reçu le vin et le miel de bienvenue, nos hôtes nous prièrent de les accompagner dans le palais. L'intérieur du bâtiment me parut aussi étrange que le reste de Jaamp. Un énorme pilier central soutenait la charpente principale, et un examen plus attentif me révéla qu'il s'agissait du tronc d'un arbre immense, dont les racines se manifestaient d'ailleurs, à son pied, par un exhaussement du pavage. De même, les membrures des murs gracieusement incurvés étaient des arbres, et j'appris plusieurs jours après qu'on avait mis presque un siècle à faire pousser le palais. On avait choisi un arbre central, dégagé la zone, puis planté le cercle de baliveaux de soutènement. On avait imposé leur forme à ces derniers, à l'aide de cordes et par la taille, afin qu'ils se courbent tous vers leur centre commun. À un moment donné, toutes leurs basses branches avaient été coupées, et leurs couronnes entrelacées pour former un dôme. Après quoi, on avait créé les murs, avec une épaisseur d'étoffe finement tissée, puis vernie jusqu'à la rendre rigide et recouverte de plusieurs couches de tissu résistant à base d'écorce. On avait ensuite enduit les murs d'une argile particulière à la région, qu'on avait elle-même recouverte d'une peinture résineuse de teinte vive. Je ne pus savoir si tous les bâtiments de la cité avaient été fabriqués de cette laborieuse façon, mais le fait de faire pousser le palais avait permis à ses créateurs de lui donner une grâce vivante que la pierre ne pouvait atteindre. L'immensité de l'espace intérieur n'était pas sans rappeler la grande salle de Castelserre, avec d'ailleurs un nombre similaire de cheminées. Des tables y étaient dressées, et on remarquait des zones clairement réservées à la cuisine, au tissage, au filage, à la conservation des aliments et à toutes les autres nécessités d'une vaste maisonnée. Les chambres privées n'étaient apparemment que des alcôves munies de rideaux, ou des sortes de petites tentes appuyées au mur extérieur. Il y avait également quelques pièces en hauteur, accessibles grâce à un système d'escaliers de bois à claire-voie, et qui m'évoquèrent des tentes dressées sur des plateformes à pilotis qui n'étaient autres, là encore, que des troncs d'arbres. Devant ce spectacle, je compris avec découragement que je ne disposerais de guère d'intimité pour le travail, discret, dont j'étais chargé. On me mena rapidement à ma tente, où m'attendait déjà mon coffre de cèdre et mon sac de vêtements, ainsi que de l'eau tiède et parfumée, et une coupelle de fruits. Je me débarrassai vivement de mes vêtements poussiéreux, et enfilai une robe brodée avec des manches à crever, puis des jambières du même vert, costume que maîtresse pressée avait décrété approprié pour l'occasion. Je m'interrogeai une fois de plus sur le cerf menaçant que j'y trouvais cousu, puis écartai fermement ces questions de mon esprit. Peut-être Vérité considérait-il ce nouvel emblème comme moins humiliant que celui qui proclamait si clairement mon illégitimité. En tout cas, cela me serait utile. Soudain, j'entendis un son de carillon et de tambourin en provenance de la grande salle centrale, et je m'y précipitai pour voir ce qui se passait. Sur une estrade installée devant le vaste tronc et décorée de guirlandes de fleurs et de branches de sapin, Auguste et Royal faisait face à un vieil homme flanqué de 2 serviteurs, un homme et une femme, tous de blanc vêtus. Une foule s'était rassemblée en un large cercle autour de l'estrade, et je m'y joignis rapidement. Une de mes porteuses de litière, à présent habillée d'une robe rose et coiffée d'une tresse en lierre, apparut bientôt à mes côtés. Elle me sourit de tout son haut. « Que se passe-t-il » me risquai-je à lui demander. « Notre oblat, vous dire, Roi Iod va accueillir vous. »
et il va montrer vous toute sa fille pour être votre oblat, reine, et son fils, qui régnera ici pour elle. » Elle se débrouillait tant bien que mal, avec des interruptions et de nombreux signes d'encouragement de ma part. Avec difficulté, elle m'expliqua que la femme debout derrière le roi Iode était sa nièce à elle, et je parvins à bricoler un compliment maladroit sur sa vigueur et sa bonne santé apparente. Sur le moment, je n'avais rien trouvé de plus aimable à dire sur l'impressionnante femme qui se tenait d'un air protecteur près de son roi. Elle possédait une énorme masse de ses cheveux blonds que je commençais à m'habituer à observer à Jaampe, dont une partie s'enroulait en natte sur sa tête, tandis que le reste pendait librement dans son dos. Son visage était grave, ses bras nus musculeux. L'homme qui se tenait de l'autre côté du roi Iode était plus âgé, mais il ressemblait à la femme comme un jumeau. Mis à part le fait qu'il avait les cheveux coupés sévèrement courts, au ras du cou. Il avait les mêmes yeux jades, le même nez droit et la même expression solennelle. Quand je demandais, non sans mal, à la vieille femme s'il était aussi de sa famille, elle sourit, comme elle aurait souri à un attardé. Bien sûr, c'était son neveu. Puis, elle me fit taire, comme si je n'étais qu'un enfant, car le roi Iode avait pris la parole. Il parlait lentement, en articulant avec soin, mais je me félicitais néanmoins de mes conversations avec mes porteuses, car je pus ainsi comprendre le gros de son discours mieux que mes compatriotes. Il nous souhaita formellement la bienvenue à tous, y compris à Royal, car, dit-il, s'il avait accueilli précédemment en lui l'émissaire du roi subtil, il recevait aujourd'hui le symbole de la présence du prince vérité. Auguste eut droit lui aussi à des paroles de bienvenue, et tous deux se virent offrir plusieurs présents. Des dagues incrustées de pierreries, une précieuse huile parfumée et de somptueuses étoles de fourrure. Lorsque ces dernières leur furent placées sur les épaules, je songeais, consterné, qu'ils ressemblaient plus à des décorations ambulantes qu'à des princes, car la tenue simple du roi Iode et de ses suivants contrastait fort avec l'accoutrement d'Auguste et de Royal, paré de bagues, de cercles d'or dans les cheveux et de tissus opulents taillés sans considération d'économie ni de commodité. Pour ma part, je n'y voyais qu'affectation et vanité, mais j'espérais que nos hôtes mettraient simplement leur apparence extravagante sur le compte de nos coutumes étrangères. Enfin, et à ma vive contrariété, le roi fit s'avancer son suivant, et nous le présenta comme le prince Rurisque. La femme était donc naturellement la princesse Kétriken, la fiancée de vérité. Et je compris soudain que les femmes qui avaient porté nos litières et nous avaient accueillis avec du vin et des gâteaux n'étaient pas des servantes, mais des membres de la famille royale, grand-mère, tante et cousine de la promise de vérité, qui tout observaient la tradition de Jaampe. Elles servaient leur peuple. Je défaillis en songeant avec quelle familiarité, avec quelle désinvolture je m'étais adressé à elle, et je maudis encore une fois Royal de ne pas nous avoir mis au courant de ses coutumes, plutôt que de nous envoyer ces listes interminables de vêtements et de bijoux à lui rapporter. La femme âgée qui se trouvait à côté de moi était donc la propre sœur du roi. Elle dut percevoir ma confusion, car elle me tapota gentiment l'épaule et sourit au phare que je piquais tandis que je bredouillais des excuses. « Vous n'avez rien fait dont vous deviez avoir honte, » me dit-elle, avant de me prier de ne pas l'appeler madame, mais Jonquille. Je regardais Auguste offrir à la princesse les bijoux que Vérité avait choisis pour elle. Il y avait une résille en chaîne d'argent finement tissée, incrustée de petits rubis pour retenir ses cheveux, un collier d'argent incrusté de rubis plus gros, un arceau d'argent travaillé en forme de vigne auquel étaient accrochées des clés qui tintinabulaient et dont Auguste lui expliqua qu'il s'agissait des clés de sa demeure lorsqu'elle rejoindrait son mari à Castelserre, et enfin 8 bagues toutes simples, toujours en argent, pour orner ses mains. Elle se tint parfaitement immobile, pendant que Royal lui-même l'apprêtait. À part moi, je songeais que des rubis à monture d'argent auraient mieux convenu à une femme au teint plus sombre, mais le sourire ébloui de Kétriken exprimait un ravissement de petite fille, et autour de moi, les gens échangeaient des murmures approbateurs à voir leur princesse ainsi parée. Peut-être, dans ces conditions,
apprécierait-elle nos couleurs et nos accoutrements étrangers? Suivit un discours du roi Iode, heureusement bref. Il se contenta de répéter qu'il nous souhaitait la bienvenue et nous invita à nous reposer, à nous détendre et à profiter de la cité. Si nous avions quelque désir que ce soit, nous n'aurions qu'à nous adresser à qui nous rencontrerions, et l'on s'efforcerait de les exaucer. Le lendemain à midi commencerait la cérémonie de l'union, prévue pour durer 3 jours, et il tenait à ce que nous soyons frais et dispos pour en jouir au mieux. Puis, il descendit de l'estrade, suivi de ses enfants, pour se mêler en toute simplicité à la foule, comme si nous étions les uns et les autres des soldats affectés au même service. Jonqui avait manifestement décidé de ne pas me quitter, et comme je ne voyais aucun moyen d'échapper à sa compagnie sans paraître malgracieux, je résolus d'en apprendre le plus et le plus vite possible sur leurs coutumes. Mais son premier geste fut de me présenter au prince et à la princesse. Ils étaient avec Auguste, qui leur expliquait apparemment comment, par son biais, Vérité assisterait à la cérémonie. Il parlait fort, comme si cela devait permettre à ses auditeurs de mieux le comprendre. Jonqui l'écouta un moment, puis estima, sembla-t-il, qu'il avait fini son exposé. Elle s'exprima comme si nous étions tous des enfants réunis autour de friandises, pendant que nos parents conversaient entre eux. Rurisk, Kétriken, ce jeune homme est fort intéressé par nos jardins. Peut-être plus tard pourrons-nous faire en sorte qu'il bavarde avec ceux qui s'en occupent. Elle parut s'adresser spécialement à Kétriken lorsqu'elle ajouta « Il s'appelle Fitz Chevalerie ». Auguste fronça aussitôt les sourcils et corrigea « Fitz, le bâtard ». Kétriken eut l'air choqué en entendant ce sobriquet, et le visage de Rurisk s'assombrit. Il se détourna légèrement d'Auguste pour me regarder. Si infime fût-il, son geste n'avait besoin d'aucune explication dans aucune langue. « Oui, » dit-il en kurda, en me regardant droit dans les yeux. « Votre père m'a parlé de vous, la dernière fois que je l'ai vu. L'annonce de sa mort m'a rempli de tristesse. Il a fait beaucoup pour préparer la voie qui nous permet de forger ce lien entre nos peuples. »« Vous avez connu mon père ?» demandai-je stupidement. Il me sourit, les yeux baissés vers moi. Naturellement, lui et moi étions en pourparlers au sujet du col de Roquebleu, à Œil de Lune, au nord-est d'ici, lorsqu'il a appris votre existence. Quand le temps de parler en tant qu'ambassadeur de Col et de négoce fut passé, nous nous sommes assis, ensemble, pour partager la viande et nous avons discuté, en tant qu'hommes, de ce qu'il devait faire. J'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi il pensait devoir refuser de devenir roi. Les coutumes d'un peuple ne sont pas celles de l'autre. Néanmoins, grâce à ce mariage, nous sommes encore plus près de ne plus former qu'un seul peuple. Croyez-vous qu'il en serait heureux? J'avais l'attention sans partage de Rurisk, et son emploi du kurda excluait Auguste de la conversation. Kétriken semblait fasciné. Derrière l'épaule du prince, je vis le visage d'Auguste se figer. Puis, avec un rictus de pure haine à mon adresse, il se détourna et rejoignit le groupe qui entourait Royal, lequel discutait avec le roi Iode. Pour une raison qui m'échappait, Rurisk et Kétriken ne s'intéressaient qu'à moi. Je connaissais mal mon père, mais je crois qu'il serait heureux de voir... Je m'interrompis, car la princesse Kétriken venait de me faire un sourire radieux. « Mais bien sûr, » dit-elle, « comment ai-je pu être aussi sotte? Vous êtes celui qu'on appelle Fitz? N'accompagnez-vous pas habituellement Dame Tin en voyage, l'empoisonneuse du roi subtil? Et n'êtes-vous d'ailleurs pas son apprenti? Royal a parlé de vous. » Très aimable de sa part, fis-je niaisement. J'ignore ce qu'on me dit ensuite, et ce que je répondis. Je ne pouvais que remercier le ciel de ne pas m'être évanoui sur le champ. Et tout au fond de moi, pour la première fois de ma vie, je compris que ce n'était pas seulement de l'aversion que m'inspirait Royal. D'un froncement de sourcils fraternel, Rurisk gourmanda Kétriken, puis il se tourna vers un serviteur qui lui demandait des instructions pour une affaire urgente. Autour de moi,
Les gens conversaient aimablement au milieu des couleurs et des parfums estivaux, mais j'avais l'impression d'avoir un bloc de glace à la place des viscères. Je revins à moi en sentant qu'Etriken me tirait par la manche. « Ils sont par là, » me dit-elle, « mais peut-être êtes-vous trop fatigué pour en profiter. Si vous souhaitez vous retirer, personne ne s'en offensera. J'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous étaient trop las pour traverser la cité à pied. » Mais beaucoup ne l'étaient pas, et auraient volontiers saisi l'occasion de se promener à loisir dans Jaamp. J'ai entendu parler de la Fontaine Bleue, et j'attends avec impatience de pouvoir l'admirer. J'avais à peine hésité avant de répondre, et j'espérais que mes propos avaient un rapport avec ce dont elle parlait. Au moins, cela n'avait rien à voir avec le poison. Je veillerai à ce qu'on vous y conduise, ce soir peut-être, mais pour l'instant, venez par ici. Et sans autre formalité, elle m'entraîna à l'écart de la foule. Auguste nous regarda, nous éloigner, et je vis Royal glisser un mot à l'oreille de Chahut. Le roi Iode s'était retiré sur une plateforme élevée, et posait sur ses invités un regard empreint de bienveillance. Je me demandais pourquoi Chahut n'était pas resté avec les chevaux et les autres serviteurs, mais qu'Etriken écarta un paravent peint qui révéla une ouverture par laquelle nous quittâmes la salle principale du palais. Nous nous retrouvâmes à l'extérieur, dans une allée empierrée sous les frondaisons voûtées de grands arbres, des saules, dont les branches avaient été entrelacées, entretissées, pour former un écran de verdure contre le soleil de midi. Et cela protège le chemin de la pluie aussi, du moins en grande partie, me dit Etriken qui avait remarqué mon intérêt. L'allée conduit au jardin d'ombrage, mes préférés, mais peut-être désirez-vous d'abord visiter le jardin sec ? Je serais ravi d'admirer tous vos jardins, sans restriction, madame, répondis-je, et cela au moins était sincère. Ici, loin de la foule, je serais plus à même de mettre de l'ordre dans mes pensées et de réfléchir à ma position devenue intenable. Je songeais, un peu tardivement, que le prince Rurisk n'avait présenté aucun des symptômes de faiblesse et de maladie rapportés par Royal. Il fallait prendre du recul par rapport à la situation et la réévaluer. Il y avait anguille sous roche, et une grosse, à laquelle je n'avais pas été préparé. Avec effort, je détournais mes pensées de mes embarras personnels et me concentrais sur ce que me disait la princesse. Elle articulait avec soin, et je suivais sans mal sa conversation maintenant que je n'étais plus gêné par le bruit de fond de la grande salle. Elle semblait très ferrée sur l'horticulture, et elle me fit comprendre que ce n'était pas un passe-temps pour elle, mais un véritable savoir, qu'en tant que princesse, elle se devait d'avoir. Tandis que nous nous promenions en échangeant divers propos, je devais sans cesse me rappeler qu'elle était princesse et promise à vérité, car jamais je n'avais rencontré de femme comme elle. Elle possédait une dignité discrète, très différente de la conscience de leur rang qu'avaient habituellement les personnages mieux nés que moi. Et elle n'hésitait pas à sourire, à manifester son enthousiasme, ni à s'accroupir pour fouiller la terre au pied d'une plante pour me montrer un certain type de racine qu'elle venait de me décrire. Elle frottait la racine pour en ôter la terre, puis, à l'aide du couteau qu'elle portait à sa ceinture, elle en prélevait un morceau du cœur pour me le faire goûter. Elle m'indiqua certaines plantes à l'arôme piquant qui servaient à relever les viandes, et me fit mordre dans une feuille de chacune des 3 variétés, car si elles étaient d'aspect très semblable, elles avaient des saveurs bien distinctes. En un sens, elle me rappelait patience, moins l'excentricité. D'un autre côté, elle ressemblait à Molly, mais sans la dureté dont celle-ci avait dû se caparaçonner pour survivre. Comme Molly, elle s'adressait à moi sans détour, avec franchise, comme si nous étions des égaux, et je me pris à penser que Vérité allait peut-être bien trouver cette femme plus à son goût qu'il ne l'espérait. Dans le même temps, une autre partie de moi-même s'inquiétait de ce qu'il allait penser de son épouse. Sans être un coureur de jupons, il avait des préférences évidentes pour qui avait vécu longtemps auprès de lui. Celle auquel il adressait ses sourires était en général petite, ronde et brune, souvent avec des cheveux bouclés, un rire de gamine et de petites mains douces. Qu'allait-il dire de cette grande femme au teint pâle qui s'habillait aussi simplement qu'une servante et déclarait prendre grand plaisir à soigner ses jardins? La conversation déviant, je m'aperçus qu'elle était capable de discourir sur la fauconnerie
et l'élevage de chevaux avec autant de compétences que n'importe quel ouvrier des écuries. Et lorsque je m'enquis de ses loisirs personnels, elle me parla de sa petite forge et des outils avec lesquels elle travaillait le métal, et elle écarta ses cheveux pour me montrer les boucles d'oreilles qu'elle s'était fabriquées. Les pétales délicatement martelés d'une fleur en argent enserraient une minuscule pierre précieuse qui ressemblait à une goutte de rosée. J'avais dit un jour à Molly que Vérité méritait une femme active et dégourdie, mais je me demandais à présent s'il allait trouver celle-ci attirante. Il la respecterait, j'en étais sûr. Cependant, le respect suffisait-il entre un roi et sa reine? Plutôt que d'aller au-devant du malheur, je résolus de tenir la promesse que j'avais faite à Vérité, et je demandai à Kétriken si Royal lui avait parlé de son futur époux. Elle prit alors un air réservé, et je la sentis puiser dans ses forces lorsqu'elle me répondit. Elle savait qu'il était le roi servant d'un royaume en butte à de nombreux problèmes. Royal l'avait averti que Vérité était beaucoup plus âgée qu'elle, et que c'était un homme simple et sans apprêt qui risquait de ne guère s'intéresser à elle. Royal lui avait promis de rester toujours auprès d'elle pour l'aider à s'acclimater et de faire son possible pour qu'elle ne se sente pas seule à la cour. Comme je le voyais, elle était prévenue. « Quel âge avez-vous » fis-je sans réfléchir. « 18 ans, répondit-elle avant de sourire en remarquant mon expression étonnée. « Parce que je suis grande, les gens de votre peuple ont l'air de me croire beaucoup plus vieille, me confia-t-elle. « Ma foi, vous êtes plus jeune que Vérité, mais pas beaucoup plus que bien d'autres épouses. Il aura 33 ans au printemps. »« Je l'imaginais nettement plus vieux, » fit-elle, surprise. « Royal m'a expliqué qu'ils sont frères seulement de père. » Chevalerie et Vérité étaient tous deux fils de la première reine de Subtil. C'est exact. Mais il n'y a pas une si grande différence que ça entre Vérité et Royal. Et Vérité, lorsque les problèmes de l'État ne l'écrasent pas, n'est pas aussi triste et sévère que vous le représentez peut-être. C'est un homme qui sait rire. Elle me jeta un coup d'œil en biais, comme pour se rendre compte si j'essayais de peindre Vérité sous un meilleur jour qui ne le méritait. C'est vrai, princesse. Je l'ai vu rire comme un gosse devant les spectacles de marionnettes à la fête du printemps. Et quand tout le monde va actionner pour se porter chance, la presse à fruits lorsqu'on prépare le vin d'automne, il n'est pas le dernier à donner un coup de main. Mais depuis toujours, son plus grand plaisir, c'est la chasse. Il a un chien de loup, Léon, pour qui il a plus d'affection que certains hommes n'en ont pour leur fils. Mais, fit Kétriken d'une voix hésitante, c'est comme ça qu'il était autrefois, n'est-ce pas? Car Royal le décrit comme un homme vieilli prématurément, courbé sous le fardeau du soin qu'il prend de son peuple, courbé comme un arbre aux branches chargées de neige et qui se redresse à la venue du printemps. Ces derniers mots avant que je parte, princesse, ont été pour me prier de vous parler de lui en bien. Elle baissa vivement les yeux, comme pour me dissimuler le bond soudain qu'avait fait son cœur. Je vois un autre homme quand c'est vous qui le dépeignez. Elle se tut, puis serra les lèvres pour s'interdire de poser une question que j'entendis néanmoins. Je l'ai toujours considéré comme un homme bon, aussi bon qu'on peut l'être lorsqu'on exerce les responsabilités qui sont les siennes. Il prend ses devoirs très au sérieux, et ne s'épargne pas pour donner à son peuple ce dont il a besoin. C'est ce qui l'a empêché de venir auprès de vous, car il est engagé dans un combat contre les pirates rouges qu'il ne pourrait mener d'ici. Il renonce aux intérêts de l'homme pour accomplir les devoirs du prince, mais pas par froideur d'esprit, ni par manque d'envie de vivre. Elle me lança un regard oblique en s'efforçant de ne pas sourire, comme si mes discours étaient de suaves flatteries qu'une princesse ne doit pas croire. Il est plus grand que moi, mais de peu. Il a les cheveux très sombres, tout comme sa barbe quand il la laisse pousser. Il a les yeux plus noirs encore, mais brillants lorsqu'il se laisse emporter par l'enthousiasme. Il est vrai que ses cheveux sont saupoudrés d'un gris que vous n'y auriez pas vu il y a encore un an. Il est aussi exact que son travail le tient écarté du soleil et du vent, si bien que ses épaules ne tendent plus les coutures de ses chemises. Mais mon oncle n'a rien perdu de sa virilité, et je suis certain que,
quand la menace des pirates rouges aura été repoussée loin de nos côtes, il remontera à cheval pour chasser à grands cris avec son molosse. « Vous me rendez courage, » murmura-t-elle. Puis elle se redressa, comme si elle venait d'avouer une faiblesse. Le regard grave, elle me demanda « Pourquoi Royal ne parle-t-il pas de son frère de la même façon ? Je croyais me donner à un vieillard aux mains tremblantes, trop écrasé par ses devoirs, pour considérer une épouse comme autre chose qu'une charge supplémentaire. Peut-être qu'il... » Je me tus, incapable de trouver une formulation polie pour dire que Royal mentait souvent pour servir ses buts, mais que je sois pendu si j'avais la moindre idée de ce que pouvait lui rapporter de donner à Ketriken une image repoussante de vérité. Alors, peut-être y a-t-il d'autres sujets sur lesquels il a été aussi peu flatteur, dit Ketriken, prise d'un doute soudain. Quelque chose parut l'effrayer, et elle prit sa respiration. Il y a eu un soir où nous avions dîné dans ma chambre, et où Royal avait peut-être un peu trop bu. Il m'a raconté des histoires sur vous, disant que vous étiez autrefois un enfant buté, gâté, trop ambitieux pour votre naissance, mais que depuis le jour où le roi avait fait de vous son empoisonneur, vous paraissiez satisfait de votre sort. Il a dit que cet emploi semblait vous convenir, car petit déjà, vous aimiez écouter aux portes, fureter dans tous les coins et vous livrer à toutes sortes d'activités sournoises. Je ne vous dis pas cela pour semer la discorde, comprenez-moi bien, mais seulement pour vous exposer ce que je croyais de vous. Le lendemain, d'ailleurs, Royal m'a prié de voir dans ses propos les chimères du vin plutôt que des faits, mais il a dit une chose ce soir-là qui m'a trop glacé de peur pour que je l'écarte aisément. Il a prétendu que si le roi vous envoyait chez nous, vous ou Dametin, ce serait dans le but d'empoisonner mon frère afin que je demeure seule héritière du royaume des montagnes. Vous parlez trop vite, lui reprochai-je gentiment, en espérant que mon sourire ne laissait rien paraître de mon épouvante. Je n'ai pas tout compris. Entre-temps, je m'efforçais héroïquement de trouver quelque chose à répondre, même pour un menteur accompli comme moi. Une confrontation aussi directe était inconfortable. « Pardonnez-moi, mais vous parlez si bien notre langue, presque comme l'un de nous, qu'on dirait presque que vous vous la rappelez petit à petit, et non que vous l'apprenez. Je vais aller plus lentement. Il y a quelques semaines, non, il y a plus d'un mois, Royal s'est présenté chez moi et m'a demandé s'il pouvait dîner avec moi en tête-à-tête, afin que nous fassions mieux connaissance, et... « Ketriken !» C'était Rurisque, qui remontait l'allée dans notre direction. « Royal aimerait que tu viennes pour te présenter les seigneurs et les dames qui ont fait un si long voyage pour ton mariage. » Jonqui pressait le pas derrière lui, et, comme une seconde vague de vertige me frappait, je lui trouvai un air trop rusé. « Quelle mesure, me demandai-je, prendrait Humbre si un empoisonneur avait été envoyé à la cour de Subtil pour éliminer Vérité ?» La réponse n'était que trop évidente. « Peut-être, proposa soudain Jonqui, Fitz Chevalerie aimerait-il voir les fontaines bleues à présent ? Litresse s'est dite disposée à l'y conduire. Plus tard, dans l'après-midi, éventuellement. Parvins-je à répondre. Je me sens subitement fatigué. Je crois que je vais regagner ma chambre. Personne n'eut l'air étonné. « Voulez-vous que je vous fasse envoyer du vin ?» demanda gracieusement Jonqui. « Ou de la soupe, peut-être. Les autres vont bientôt être conviés à un repas, mais si vous êtes là, on peut très bien vous apporter à manger. » Mes années d'entraînement vinrent à mon secours, et je parvins à conserver les épaules droites, malgré le feu qui venait soudain d'éclater dans mes entrailles, et me dévorait le ventre. « Ce serait très aimable de votre part, » dis-je tant bien que mal. La courbette que je me forçais à faire fut un supplice raffiné. Je ne tarderai pas à vous rejoindre. Puis je pris congé, et je réussis à ne pas courir, ni à me rouler en boule pour gémir de douleur comme j'en avais envie. Je retraversai le jardin jusqu'à la porte de la grande salle, en manifestant ostensiblement mon plaisir devant les parterres, et mes trois compagnons, pendant ce temps, parlaient entre eux à mi-voix,
de ce que nous savions tous. Il ne me restait plus qu'une planche de salut, et bien peu d'espoir qu'elle soit efficace. De retour dans ma chambre, je sortis la purge marine que le fou m'avait donnée. Depuis combien de temps avais-je avalé les gâteaux au miel? Car c'était ce moyen-là que j'aurais choisi, personnellement. Avec fatalisme, je décidai de courir le risque de me servir de l'eau contenue dans le broc. Une petite voix au fond de moi me criait que c'était stupide, mais comme le vertige me martelait en vagues incessantes, je me sentis incapable de penser davantage, et j'effritai la purge marine dans l'eau, entre mes doigts tremblants. L'herbe séchée absorba le liquide et forma une espèce de pâte d'un verre écœurant que je me forçais à ingurgiter afin de me nettoyer l'estomac et les intestins. Il n'y avait plus qu'une question. L'herbe agirait-elle à temps, ou bien le poison cure-da s'était-il déjà trop répandu dans mon organisme? C'est dans un état pitoyable que je passai la soirée. Nul ne vint m'apporter ni vin, ni soupe. Dans mes moments de lucidité, je supposais qu'on n'en verrait personne tant qu'on ne serait pas sûr que le poison avait agi. Sans doute pas avant le matin. Alors, on dépêcherait un serviteur pour me réveiller, et il découvrirait mon cadavre. J'avais donc jusqu'au matin. Il était minuit passé quand je réussis à me lever. Je quittai ma chambre aussi discrètement que mes jambes flageolantes me le permettaient, et je sortis dans le jardin. Là, je trouvai une citerne pleine d'eau, et j'y bus à m'en faire éclater. Ensuite, je poursuivis mon chemin, à pas lents et précautionneux, car je souffrais comme si j'avais été roué de coups, et ma tête résonnait douloureusement chaque fois que je posais un pied par terre. Mais je finis par découvrir un verger aux arbres gracieusement palissés contre un mur, et comme je l'avais espéré, chargé de fruits. J'en mangeai tant que je pus, et m'en fis une provision dont je bourrai mon pourpoint. Je les dissimulerai dans ma chambre, afin d'avoir sous la main des aliments à consommer sans risque. Le lendemain, je prétexterai de descendre voir comment se portait Suie pour récupérer du pain dur et de la viande séchée dans mes fontes. J'espérais que cela suffirait à me sustenter pendant mon séjour. Et tout en revenant vers ma chambre, je me demandais quelle serait la prochaine manœuvre lorsqu'on s'apercevrait que le poison avait été inefficace.